Bon, nos sourires s'expliquent par le fait que j'ai prévenu le président de notre séance que j'intervenais dans le cadre du temps programmé en tant que président de groupe, ce qui, en général, signifie que ça va être long. Je vais essayer d'être moins long que prévu parce que je tiens compte de l'horaire, mais néanmoins, c'est un moment qui, pour nous, a une valeur symbolique et politique extrêmement importante. Il s'agit de la privatisation des lignes de bus de la RATP. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit du sort de la capitale, mais c'est surtout en raison du principe. D'abord, nous voudrions protester contre le fait que ce soit un règlement européen de 2007 qui impose la privatisation de telles lignes. En quoi l'Europe a-t-elle à se mêler de la façon avec laquelle circulent les gens dans les transports collectifs dans chacun des pays membres? Nous ne l'avons pas compris, sinon pour une raison idéologique que je voudrais contrebattre, c'est que parce que c'est privé, ça marche mieux, et parce que c'est privé, ça coûte moins cher. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas mieux, et il arrive que ça marche souvent beaucoup plus mal, comme on peut s'en rendre compte chaque fois qu'on fréquente les lignes privées de chemin de fer. Je vous invite à prendre le Thalys, et vous aurez une idée de la relativité du temps, notamment celui des horaires. Car il est exceptionnel que ce train parte à l'heure et encore plus remarquable qu'il arrive à l'heure prévue. C'est une compagnie privée. Je le dis avec de l'humour pour ne pas le dire avec plus de gravité, pour faire observer que depuis qu'on a soumis dans certains pays les transports publics à la règle du marché privé, les temps de transport sont devenus plus longs qu'ils ne l'étaient à la fin du siècle précédent. Pardon. Pas du siècle, 20e siècle, je finis par dater, du 19e siècle. À la fin du 20e siècle, ces trains mettaient plus de temps pour franchir ces distances qu'ils ne le faisaient à la fin du 19e siècle. Et c'est déjà le cas, tellement le délabrement est avancé pour un certain nombre de voies publiques, mais il n'empêche que dans ces pays, c'est un fait constant. Les trains ne roulent nulle part mieux du fait qu'ils sont privés. Quant à savoir s'ils roulent moins cher, la certitude est totale. Non, ce n'est pas vrai, ça coûte toujours plus cher. Je voudrais faire remarquer qu'au Royaume-Uni, le prix des billets de train, qui représente 14% du budget des familles, c'est-à-dire 7 fois de plus qu'en France. En Allemagne, le prix d'un billet coûte 2 fois plus cher qu'en France pour une distance équivalente. Par conséquent, les expériences faites en matière de transport public, là il s'agit du ferroviaire, je conviens que le cas pourrait être discuté différemment à propos des bus. Et je n'aborde pas ici la question de la synchronisation des différents réseaux de bus. Dans les capitales où on a mis en place la pluralité des intervenants, il règne un doux chaos qui ne satisfait vraiment pas les populations qui ont affaire à ces systèmes. Mais d'une façon générale, tout ce qui est privé coûte plus cher. Je veux dire, au nom de mon groupe, et pas que de mon groupe, parce que nous sommes nombreux à penser la même chose, nous avons subi pendant plus de 20 ans un discours hostile à tous les services publics au nom du fait qu'ils produiraient une bureaucratie incapable de se renouveler et une mauvaise qualité de service. Depuis, des secteurs considérables de l'économie et du quotidien ont été privatisés. Avec quel résultat, je vous le demande? En tout cas, partout, ça coûte plus cher. Depuis la privatisation, les autoroutes ne sont pas en meilleur état qu'elles étaient auparavant, mais elles ont augmenté de 20%. Les actionnaires, eux, ont tiré tout bénéfice de cette situation puisqu'ils ont empoché 26 milliards d'euros en 5 ans, c'est-à-dire qu'ils avaient intégralement remboursé leur investissement en 5 ans, avec un bien que la nation s'était procuré par elle-même et par ses propres efforts. Le gaz, depuis sa privatisation en 2006, pareil, on nous avait fait des annonces merveilleuses sur les économies qui se réaliseraient et qui seraient répercutées sur les consommateurs. Nous en sommes à une augmentation depuis 2006 de 50% des prix. Quant à l'électricité, depuis l'ouverture à la concurrence sur le marché, les tarifs ont augmenté de 49%. Alors où va être l'avantage pour les 350 lignes de bus qui sont visées dans Paris, les 16 000 salariés qui y travaillent et le 3,5 millions de voyageurs qui chaque jour les utilisent? Les décisions qui vont être prises, que ce soit à l'article 38 ou à l'article 39,
à l'article 38, c'est pour permettre à la RATP, comble du ridicule, de créer des filiales qui lui permettront de répondre aux appels d'offres. C'est vraiment une situation incroyable. Moi, je suis naturellement partisan du fait que ça fonctionne. Mais c'est en réalité un service public qui continuera à avoir la situation de monopole qui lui est précisément reprochée sous l'habit de différentes compagnies. Quand la RATP concourra, des fois elle gagnera, j'espère. Pour gagner un concours, à quoi faire? Récupérer ses propres lignes de bus. Mais par contre, là où elle devra les céder, le personnel lui aussi devra céder son statut. Et s'il refuse de passer sous le statut de la compagnie privée concernée, eh bien, ce sera une rupture de son contrat de travail et il sera possible de lui dire merci, au revoir. Merci serait déjà bien, au revoir, c'est une certitude. Dans ces conditions, je ne vois que une chose à dire. Ce n'est pas ce qui est nécessaire. Et les règlements européens seraient plus performants s'ils mettaient des injonctions qui permettent d'organiser différemment le territoire. Parce que, à la vérité, nous le savons tous, l'organisation du territoire répond à des impératifs strictement financiers. Les uns sont directs, c'est-à-dire qu'on décide les choses, les autres sont indirects, c'est une conséquence de la situation. Je prends, pour illustrer mon propos, celle des gens qui, par exemple, veulent acheter leur maison parce qu'on leur a dit que c'était une bonne idée de posséder sa maison avec son petit jardin et ainsi de suite. Pour avoir une telle maison et avoir des terrains à moins cher, il faut aller très loin de la ville. Et puis, une fois qu'on est très loin, eh ben, il faut 2 voitures. Et puis, il faut d'autres conditions d'accueil des enfants parce qu'il n'y a pas forcément de crèche de prévu, etc., etc., etc. L'organisation spatiale a été faite en fonction d'un objectif d'un côté d'accumulation, de l'autre côté de ce qu'on croyait être, vous voyez, je suis aimable, de ce qu'on croyait être une amélioration de la performance de l'organisation du territoire. Alors on met tout au même endroit, et puis on se dit, ben, comme ça coûtera moins cher, il n'y a qu'à y aller. Le problème, c'est que plein ne peuvent pas y aller. Et y aller représente un surcoût qui est réservé exclusivement à ceux d'entre nous qui ont les salaires les plus bas. Et tant et si bien qu'à la fin, au-delà de tous les mots, quand on examine comment sont reliés entre eux les points indispensables à la vie quotidienne, je ne dis pas les promenades de confort, je parle du fait de pouvoir accéder aux réseaux collectifs par lesquels se construit la vie individuelle et qui ne peuvent pas se passer autrement. À l'instant, je citais l'accès au réseau d'électricité. On a vu ce qu'a donné la privatisation. Les réseaux de transport, tous les réseaux d'une manière générale, éducation, maternité, services de soins, tout est éclaté sur le territoire d'après des objectifs de rendement, de compétitivité qui sont incohérentes par rapport à ce qu'est une vie d'être humain. Tant et si bien qu'à la fin, nous sommes obligés de considérer que l'accès à ces réseaux va strictement dépendre des revenus et qu'on va ainsi surcharger la discrimination sociale. Le peuple, c'est-à-dire celui qui ne peut vivre qu'en accédant à ces réseaux, le peuple va donc se trouver confronté à la discrimination sociale qui fait que les uns maîtrisent, parce qu'ils en ont les moyens, l'accès au réseau, et que d'ailleurs, dans la plupart des grandes villes du monde, puisque le point de départ aujourd'hui, c'est la RATP, les plus importants ont fini par se dispenser des devoirs collectifs. Ainsi, voyons-nous dans certaines grandes villes du Nouveau Monde. Je ne sais pas bien ce qu'il a de nouveau dans ce domaine, ni en quoi c'est enviable. Où l'on voit, par exemple, comme dans certaines grandes villes du Brésil, se multiplier les héliports, tandis que se réduisent le nombre de voies ferrées. Mais si chez nous, les héliports ne croissent pas aussi vite que diminuent les voies ferrées, par contre, nous sommes obligés de constater que, à mesure que le territoire s'est pourtant étendu, c'est-à-dire que l'occupation humaine s'est étendue à des territoires de plus en plus nombreux, le nombre de kilomètres de voies ferrées disponibles pour les Français a diminué. Ce qui veut dire qu'on reporte tout sur le transport automobile et ce choix aggrave les disparités et les discriminations du point de départ. Car parmi les 10% les plus pauvres, c'est-à-dire ceux-là même qui, précisément, ne peuvent pas vivre dans les centres-villes, qui ont pour caractéristique, je parle du centre-ville parisien, puisque nous sommes sur le thème de la RATP, puisque la caractéristique des territoires qui sont réservés à ceux qui ne sont pas du peuple qu'on discrimine, c'est qu'ils sont hautement interconnectés. Plus vous êtes dans ces endroits interconnectés, plus vous avez de facilités de transport. Et plus vous êtes
riches, plus vous pouvez accéder à ces zones hautement interconnectées, ce qui n'est pas le cas des plus pauvres. 10% des plus pauvres de notre pays, parmi les 10% les plus pauvres, 40% ne sont pas motorisés. Ils n'ont donc aucun autre choix que le transport collectif. Du coup, son tarif n'est pas une question annexe. Et on ne le mettra pas en parallèle avec d'autres dépenses, comme on le fait souvent, pour montrer qu'après tout, ça n'est pas si grave que ça. Si, c'est grave. Et on vient de le voir dans l'affaire des Gilets jaunes, qui a démarré, si vous voulez bien vous en souvenir, par une hausse de carburant. Je ne reproduis pas la polémique de cette époque, mais je veux dire à quel point elle est emblématique de notre temps. C'est parce que la mobilité est l'enjeu de notre époque. On ne peut pas vivre sans mobilité. Il y a un temps où c'était le contraire, ce n'était pas un problème. On pouvait vivre et demeurer pour toujours au village et y vivre assez correctement, il faut bien le dire. Ce n'est plus possible aujourd'hui. La plupart des installations, je l'ai dit, de la vie quotidienne, mais de la vie la plus quotidienne qui soit, dépendent de cette organisation du territoire. Ainsi, par exemple, lorsque on voit comment est organisée l'ouverture des surfaces où l'on va, des grandes surfaces où l'on va s'approvisionner pour faire les courses de la semaine. 90% sont en zone périphérique. 90%, pour une raison qui n'a rien à voir avec le commerce. C'est que les taxes sur le foncier dans ces zones étaient plus basses et permettaient donc à ceux qui s'y installaient d'y réaliser mieux leurs profits en payant moins à la collectivité. Il est impossible d'y accéder à pied. J'ai été longtemps massicois, c'est-à-dire citoyen de Massy. Il était absolument impossible d'aller du quartier de la Poterne au centre commercial autrement qu'à pied, parce qu'il n'y avait pas de ligne de bus. Et c'est ça la vérité. Partout, la raréfaction devient le moyen de tenir les populations. Et c'est une situation qui est insupportable. Donc, la vraie opportunité politique, c'est de développer les réseaux. Permettez-moi de vous dire que ça n'a rien à voir avec la privatisation. Il n'est pas prouvé que ceux qui vont créer des lignes vont le faire autrement que là où elles sont hyper rentables. Et ils ne mettront pas un sou dans le développement du reste. La preuve, ce qui s'est passé avec les autoroutes. Alors, à quoi bon? Pourquoi leur offrir cette possibilité? Pour le reste, le pauvre peuple continuera de savoir qu'on lui supprime ses voies ferrées, qu'on pousse à la consommation de véhicules automobiles. Depuis 1990, 66% des investissements d'infrastructures publiques sont allés à la route, 17% seulement au rail. Et le fret ferroviaire, je le cite au passage, a diminué de 34%, tandis que l'ensemble du réseau ferré diminuait de 50%. Ainsi, cette privatisation de la RATP est l'occasion pour moi de vous présenter les thèses qui sont les nôtres concernant l'organisation du territoire et notre opposition absolue à tout ce qui est de la privatisation. Je demande que peut-être en me répondant, si on en a la possibilité, on me dise en quoi la privatisation va améliorer, si peu que ce soit, la situation de ceux qui ont affaire aux lignes de bus de la RATP. En quoi elle va améliorer et faciliter leur accès à ces réseaux. Et puisqu'il s'agit de la région parisienne, en quoi elle va régler cette chose incroyable? Oui, c'est la région parisienne, la RATP. En quoi elle va régler cette incroyable discrimination qui existe sur ce territoire de la région parisienne où se trouvent 13 millions de personnes qui ne peuvent circuler curieusement que dans un sens, des zones les plus pauvres vers les plus riches. Les plus riches, 20% des zones les plus riches sont 2 fois plus accessibles que les 20% des zones les plus pauvres. Voilà la priorité de la région francilienne. En 30 minutes de transport, 43% des franciliens peuvent accéder à Paris. En ce moment, il leur faudra beaucoup plus de temps parce que les travaux qui ont organisé le chaos dans cette ville ont ralenti considérablement tous les transports. 35% des franciliens peuvent accéder à la petite couronne. 16% seulement peuvent accéder à la grande couronne. Ce qui signifie, pour prendre un exemple, que 55% des franciliens peuvent accéder au quartier de Bercy à Paris. 55%. En pensant que 16% des franciliens seulement peuvent accéder à la grande couronne. Voilà les motifs de notre protestation. Je n'entre pas davantage dans le détail de tout ce que cela signifie, mais je repose ma question.
Je sais bien que le gouvernement français n'a d'autre choix que d'appliquer les directives. Au demeurant, il les a approuvées. Alors il est normal qu'il veuille ensuite les appliquer. Ce n'est pas vous qui avez approuvé, ce n'est pas ce gouvernement qui a approuvé cette privatisation des transports urbains. C'est une décision de 2007. Par conséquent, je n'irai pas vous imputer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, même si je sais que politiquement et idéologiquement, certainement vous les approuvez. Alors, je reprends pour conclure ma question. Qui peut nous dire en quoi la privatisation des lignes de bus de la RATP va améliorer la vie quotidienne des gens qui montent dans ces bus? Qui peut me dire en quoi la privatisation va régler au moins un ou entamer le règlement d'au moins un des problèmes qui sont posés aux Franciliens, qui sont les relations transversales et pas seulement leur capacité d'accéder aux secteurs les plus riches de l'ensemble urbain qu'est la région parisienne? Et enfin, est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien que l'organisation du territoire telle qu'elle s'est faite, avec cette concentration et cette organisation de la rationalité des accès en fonction des besoins de ceci ou de cela. Je veux dire, l'hôpital s'occupe de l'hôpital, l'école s'occupe de l'école, et ainsi de suite, et tout ça va en se réduisant. Est-ce qu'on va en finir, oui ou non, avec cette conception de l'organisation du territoire? Est-ce que ça n'est pas plutôt le moment venu de la planification, du développement des services publics, du redéploiement du train, du redéploiement des investissements pour avoir des transports publics? Parce que sans transport public à bon coût, alors on ne peut pas vivre. C'est la vérité, Madame la Ministre, et j'espère que vous en partagez le constat avec moi. La preuve a été donnée par le mouvement des Gilets jaunes. Cela signifiait pour chacun d'entre eux l'augmentation de leur carburant, de choisir entre des dépenses vitales, se transporter non pour son plaisir, mais pour son travail, ou pour amener les gosses à l'école, ou pour ceci ou pour cela, en direction de telle ou telle administration, ou bien rogner là-dessus, ou bien rogner sur les autres faits de la vie quotidienne, le manger, le soin. 30% des Français ne se soignent plus, tout simplement pour des raisons financières. Voici comment, à partir de l'exemple de la RATP, et pour conclure, je redéfinis devant vous, contrairement à l'altérité dont on m'accuse, on dit que nous sommes, nous, à la France insoumise, pour le peuple contre les élites. Moi, je n'ai jamais utilisé un vocabulaire pareil. Nous sommes pour le peuple contre l'oligarchie, et permettez-moi de vous dire que nous voyons rarement des élites dans cette oligarchie. Il n'y a qu'à voir dans quel état ils ont mis l'économie de notre pays, hein, les grands esprits. Par conséquent, ce peuple, il se définit lui-même d'abord par le fait qu'il ne peut vivre sans accéder au réseau du collectif. Et que la nature de ce réseau, qu'il soit public ou privé, augmente ou diminue la discrimination sociale qui, pour le reste, règne en tout point et en toute chose dans notre pays. Merci. Merci à